Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement. Benjamin Griveaux, votre réaction au fait que le bureau du Sénat se soit rangé à la demande de la commission d'enquête et ait transmis devant la justice les cas d'Alexis Kohler, Patrick Stroda et du général Laverne. Bien sûr, pour Vincent Kras, Alexandre Benalla, c'est une autre histoire. La première réaction, que nous avons à faire à une décision politique. Et un procès politique, dit-on dans vos rangs? C'est une décision politique. Il faut que le bureau du Sénat l'assume comme tel. Elle ne repose sur aucun fondement, ni en fait, ni en droit. Au fond, à l'issue de cette procédure, les masques tombent. On est dans une instrumentalisation à des fins politiques d'une affaire sérieuse, grave, qui a donné lieu à des commissions d'enquête, à une enquête judiciaire, à une enquête administrative, et où, à un moment où la Haute Assemblée devrait, je crois, marquer l'importance de la période où on a besoin d'unité nationale, où on doit faire fi des petits jeux politiciens pour se rendre à l'intérêt général. Je crois que la Haute Assemblée n'est pas à ce rendez-vous. Nous, on est extrêmement calme, extrêmement déterminé, extrêmement serein, et on ne cédera rien à cette instrumentalisation politique. Les sénateurs répondent, eux, contre-pouvoir. Je cite ce que dit Bruno Retailleau ce matin, et tant pis si l'idée même de contre-pouvoir n'est pas encore une notion familière. Pour certains, ils finiront par s'habituer. C'est politiquement bas et moralement grave. À nouveau, le pays a besoin d'unité nationale, a besoin qu'on se rassemble, qu'on se remonte les manches et qu'on consacre le temps de travail à l'Assemblée nationale, au Sénat, à l'essentiel, à ce qu'attendent nos compatriotes, à savoir qu'on trouve des solutions à leurs problèmes et non pas qu'on utilise une affaire dont j'ai dit la gravité à des fins strictement politiques pour, au fond, régler des comptes personnels. Je crois que la Haute Assemblée mérite mieux que ça et j'ai cru comprendre que des voix sur les bancs du Sénat se sont élevées depuis cette décision, notamment du côté du groupe UC, pour dire qu'elles étaient pour le moins choquées de cette pratique du pouvoir. Ça n'est pas la nôtre, ça n'est pas notre conception du rôle important que joue le Sénat dans nos institutions. L'exécutif avait promis une réponse point par point, justement au rapport de la commission d'enquête. Qu'en est-il? Y a eu cette réponse sur le fond? L'Élysée le fera, vous le savez, mais elle a déjà eu l'occasion de répondre à maintes recommandations et des 13 recommandations qui ont été faites suite à la commission. Certaines ont d'ailleurs déjà été engagées, ce qui montre que le pouvoir exécutif, que l'Élysée est attentif à ce que le Sénat peut dire et aux remarques que le Sénat formule lorsqu'il le fait avec raison et avec mesure. La guerre n'est pas déclarée? Lorsqu'il le fait avec raison et avec mesure, nous ne sommes ni dans la raison ni dans la mesure, nous sommes dans le coup politique. Très bien, mais en tout cas nous, on a un seul horizon, l'intérêt général et l'unité du pays. Merci beaucoup Benjamin Griveaux d'avoir répondu à mes questions. L'ordre du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement. Je vous rappelle que notre séance est retransmise en direct sur Public Sénat, sur notre site internet. Au nom du bureau, chacun sera attentif à respecter son temps et au respect des uns et des autres. Et je donne la parole à notre collègue Guillaume Gontard pour le groupe communiste républicain, citoyen et écologiste. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adressait à Monsieur le Premier ministre. Vendredi dernier, les secrétaires d'État, Attal et Poirson, manifestaient avec les lycéens pour la sauvegarde du climat. Je me félicite que la France, par le biais de votre gouvernement, soit ainsi à la pointe du combat pour la préservation de l'environnement. Malheureusement, le ministère de l'Économie et des Finances n'a pas été informé à temps de l'initiative. En effet, dans la nuit de vendredi à samedi, juste avant l'ouverture de la semaine sans pesticides, la majorité parlementaire, avec la bénédiction de Bercy, a adopté un amendement au projet de loi Pacte pour repousser de 3 ans à 2025 l'interdiction de la production en France de pesticides pourtant interdits d'usage dans l'Union européenne. Vous me rétorquerez que le Sénat avait purement et simplement supprimé cette interdiction et vous aurez raison. Mais je note que le gouvernement ne s'était alors pas opposé à ces amendements rétrogrades. Bilan des opérations. La France va continuer à produire pendant 6 ans des pesticides tellement dangereux pour l'être humain, tellement nocifs pour nos sols que l'Union européenne les a interdits sur son territoire. La même Union européenne qui tergiverse toujours sur le glyphosate, pourtant reconnu pour la 2e fois comme cancérigène par la justice américaine. C'est dire le niveau de dangerosité des produits en question. Mais ce qui est dangereux pour les Européens ne l'est visiblement pas pour le reste de l'humanité. Et la France va pouvoir continuer à empoisonner pendant 6 ans les agriculteurs des autres continents.
Alors que le président est revenu sur sa promesse de sortie du glyphosate en 3 ans, le ministre de l'Agriculture confirmait pourtant dans le même temps la dangerosité du produit. Conséquence, la politique du gouvernement est parfaitement illisible. Monsieur le Premier ministre, allez-vous enfin proposer une politique ambitieuse de sortie des pesticides ou bien confier cette mission à la FNSEA et aux industriels phytopharmaceutiques, comme le laisse à penser la signature du gouvernement au véritable contrat de dupe dit contrat de solution? Merci. Pour vous répondre, la parole est à la secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, Madame Emmanuelle Vargon. Madame la ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Gontard, je vous remercie de cette question qui va me permettre de revenir sur notre ambition en matière de produits phytosanitaires. Cette ambition est forte. Nous nous sommes engagés à diminuer l'utilisation de ces produits de 50% d'ici à 2025. Nous avons avancé avec la séparation de la vente et du conseil qui sera opérationnelle en 2019 et nous avons augmenté la redevance pour pollution diffuse, également opérationnelle au 1er janvier 2019. En matière de glyphosate, et vous le savez, la France est le pays qui a poussé l'Union européenne à ne réautoriser cette substance que pour 5 ans et non pour 15 ans. Et en France, nous avons pris l'engagement de sortir du glyphosate en 3 ans. Cet engagement est aussi un engagement d'accompagner toutes les filières pour ne laisser aucune filière au bord de la route et trouver des solutions qui permettent une production durable en France sans glyphosate. Ces solutions sont travaillées dans le contrat de solution avec la FNSEA, mais aussi avec le monde de la recherche, avec la PCA et avec tous les acteurs du monde de l'agriculture. En ce qui concerne l'exportation, le récent vote de la loi Pacte à l'Assemblée nationale a décalé à 2025 l'interdiction de production, d'utilisation et de stockage de tous les produits, y compris ceux qui ne sont pas autorisés dans l'Union européenne. Nous sommes le seul pays de l'Union européenne à avoir pris cette décision et cette interdiction. Nous souhaitons que cette interdiction soit partagée au niveau européen et c'est l'une des raisons pour laquelle nous avons accepté le décalage jusqu'à 2025 pour pouvoir porter ce projet à Bruxelles, ce sujet à Bruxelles et avoir une politique communautaire offensive en la matière. Nous souhaitons aussi accompagner la filière. Au lieu d'aller à une simple interdiction, nous allons accompagner les producteurs pour qu'eux-mêmes changent leurs pratiques et pour qu'ils puissent proposer aux agriculteurs en dehors de l'Europe des solutions qui n'utilisent plus ces produits. La politique que nous menons est bien une politique ambitieuse de sortie, mais c'est aussi une politique de transformation et nous accompagnons les filières en ce sens. Merci. La parole. Non, Monsieur Bocquet. Quelle gloire, Monsieur Bocquet. La parole est à notre collègue Jean-Marc Todeschini pour le groupe socialiste et républicain. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adressait aussi à Monsieur le Premier ministre. Depuis le début de la crise sociale, le 17 novembre dernier, vous avez géré dans l'improvisation absolue les réponses aux mouvements de contestation ainsi que la sécurisation de ces manifestations. Tout le monde a en tête les déclarations du président de la République le 10 décembre, venant contredire les propos de ses ministres, y compris ceux du Premier ministre tenus quelques jours auparavant. Le 10 décembre n'a été en fait que le début d'une ère de contradiction et d'improvisation qui trouve son paroxysme avec l'annonce en Conseil des ministres du recours à l'armée pour les manifestations de samedi prochain. Le groupe socialiste avait déposé dès le 3 décembre ses propositions pour sortir de la crise. Cela passait par l'écoute et par un dialogue sincère avec les Français et les élus nationaux et locaux. Nous avions également condamné les violences du 1er décembre comme les violences dans toutes les manifestations. Mais, enfermés dans vos certitudes, vous n'avez toujours pas trouvé les chemins pour sortir de la crise en 4 mois. En laissant pourrir la situation, en jouant sur l'affaiblissement progressif de la contestation, vous avez offert aux casseurs un terrain propice pour leur violence. Vous êtes les seuls responsables de la situation actuelle. En décidant d'appeler les militaires, vous prenez une très grande responsabilité. Vous devez expliquer aux Français dans quel cadre vous comptez employer les militaires. Quelles consignes leur ont été données? Seront-ils autorisés à faire usage de leurs armes en cas de débordement? Quelle distinction est faite entre délinquants et ennemis? Nous avons besoin d'éclaircissements suite aux déclarations contradictoires de vos ministres. Retirer des militaires de l'opération Sentinelle
pour les mettre sur le maintien de l'ordre, c'est aussi affaiblir la sécurité des Français dans les gares, dans les aéroports, sur les marchés, face à la menace terroriste. Vous exposez enfin nos militaires, vous prenez le risque de déstabiliser une institution qui est mobilisée et dédiée depuis 2015 à la lutte contre le terrorisme. Voulez-vous réellement prendre le risque d'affaiblir les militaires en les embarquant dans une polémique s'il devait y avoir des blessés par balle, voire pire? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur Christophe Castaner. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur. Je voudrais tout de suite vous rassurer. Comme j'ai eu l'occasion de le dire ce matin à la préfecture de police, il n'est bien évidemment pas question que les militaires de Sentinelle soient à la fois détournés de leur fonction, qui est celle de, dans le cadre de Sentinelle, de protéger les Français du risque terroriste, de protéger les Français face à des tueries de masse et d'être présents partout en France et dans Paris en particulier. Il n'est pas question d'utiliser les forces armées, les militaires, pour gérer l'ordre public. Tout simplement parce que, et vous l'avez dit dans votre question, et vous avez une expérience de ministre au ministère des Armées, vous le savez, ils ont de très grandes qualités, mais ils ne sont pas formés ni équipés pour gérer l'ordre public. Et donc samedi prochain, comme pour les samedis passés depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, mais comme depuis 2015, les militaires de Sentinelle seront là pour épauler les Français dans l'enjeu de sécurité. Ils seront là pour épauler aussi nos forces de sécurité sur ces sujets-là, mais pas pour gérer l'ordre public. À certains endroits, ils se substitueront. Ils se substitueront pour garder des bâtiments qui ne seront pas exposés à un risque de manifestation. Ils se substitueront pour libérer des forces qui, elles, seront des forces de police ou de gendarmes qui, elles, seront mobilisées pour assurer la gestion de l'ordre public. Voilà, Monsieur le Sénateur, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, j'ai vu la polémique suite à l'information qui avait été communiquée par le porte-parole, qui donnait juste l'information que oui, les militaires de Sentinelle seraient mobilisés samedi prochain, comme ils l'ont été systématiquement depuis le 17 novembre. Il y a eu un emballement, cet emballement peut être clos immédiatement et je tiens à vous rassurer. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à notre collègue Emmanuel Capus. Pour le groupe Les Indépendants, République et Territoires, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, 148 coups de fouet, 33 ans de prison. Pas pour avoir tabassé un policier sur les Champs-Élysées, pas pour avoir tenté de brûler vive une femme et son bébé. Non, n'en déplaise aux révolutionnaires de plateau télé qui, samedi après samedi, proclament avec des trémolos dans la voix que nous vivons dans une dictature, je ne parle pas de la France. Non, mes chers collègues, 148 coups de fouet et 33 ans de prison, c'est la condamnation le 8 mars dernier de Nasrin Sotoudeh, avocate iranienne, par un tribunal de Téhéran. Son crime, mes chers collègues, avoir défendu ses clientes, des femmes qui retiraient leur voile en public. Pire, avoir contesté publiquement le port obligatoire du voile. Nasrin Sotoudeh, défenseur des droits des femmes, lauréate du prix Sakharov 2012, décerné par le Parlement européen. La France, Monsieur le Ministre, doit défendre et soutenir, où qu'ils se trouvent, celles et ceux qui, comme elle, mettent en jeu leur propre sécurité pour défendre les libertés fondamentales, pour défendre les valeurs universelles qui fondent notre République et au premier rang d'entre elles, la liberté religieuse, l'égalité entre les hommes et les femmes et les droits de la défense. Nasrin Sotoudeh a renoncé à faire appel, car elle croit sa cause perdue. Mais de très nombreux soutiens de par le monde refusent de s'y résoudre, comme en témoignent en France les pétitions qui se multiplient. Monsieur le ministre, ma question est très simple. Croyez-vous également sa cause perdue? Monsieur le ministre, la France va-t-elle intensifier son action afin d'obtenir la libération immédiate et inconditionnelle de Nasrin Sotoudeh? Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Monsieur Jean-Yves Le Drian. Oui, monsieur le sénateur, le cas de Madame Sotoudeh suscite l'indignation à travers le monde, et vous en avez été
à l'instant le porte-parole, et cette indignation, le gouvernement la partage pleinement. D'abord parce qu'elle a été condamnée dans des conditions ahurissantes. Ensuite parce qu'elle a eu des peines lourdes que vous avez évoquées, y compris des coups de fouet. Ensuite parce qu'il s'agit d'une avocate, condamnée comme avocate. Il s'agit d'une femme condamnée pour avoir défendu les droits des femmes, et en particulier celles qui contestent en Iran l'obligation du voile islamique. Et enfin parce que Mme Sotoudeh est un symbole. Son engagement lui a valu en 2012 le prix Sakharov du Parlement européen. Il lui a valu aussi cet engagement des arrestations, des emprisonnements, des pressions. C'est pourquoi, comme vous le savez, le président de la République a publiquement appelé, à l'occasion de la remise du premier prix Simone Veil, à sa libération. C'est pourquoi le président de la République a souhaité, dans le cadre du G7, de la faire symboliquement membre du Conseil consultatif pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Et je redirai cela à la tribune des Nations Unies, puisque vous le savez, la France préside le Conseil de sécurité en ce moment, et je l'assurerai la semaine prochaine. Alors, nous avons fait des efforts considérables ces derniers mois avec l'Iran pour préserver l'accord nucléaire, en dépit du retrait américain. Nous le faisons parce que nous honorons notre signature, mais l'Iran doit aussi respecter ses engagements, et en particulier ceux du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Et notre souci de préserver l'accord de Vienne n'est pas un blanc-seing accordé à l'Iran, et certainement pas en matière des droits de l'homme. C'est pourquoi nous ferons tout pour obtenir la libération de Mme Sotoudeh. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est maintenant à notre collègue Philippe Dominati pour le groupe Les Républicains. Vous avez la parole. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de l'Intérieur, car le limogeage justifié du préfet de police est un événement sans précédent sous l'histoire de la Ve République. Le Sénat n'a pas manqué d'alerter le gouvernement. Il y a eu la commission d'enquête de mon collègue Grosdidier, la loi anti-casseurs du président Retailleau. À 2 reprises, le budget pourtant régalien a été rejeté par cette Assemblée, le budget du ministère de l'Intérieur. Il y a eu une demande de la Cour des comptes. J'ai moi-même proposé un rapport à la Commission des finances sur le renseignement intérieur et sur la préfecture de police. Malgré cela, 4 mois après le saccage de l'Arc de Triomphe, les Champs-Élysées sont en ruine. La France veut propager l'image de la paix en Afrique, en Syrie, mais elle est incapable de l'assurer aux Parisiens à quelques encablures de l'Élysée. Alors ma question est simple, Monsieur le ministre de l'Intérieur. Dans quel délai vous vous engagez vis-à-vis de vos hommes, vis-à-vis des Parisiens, vis-à-vis des Français, à rétablir l'ordre? Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, Monsieur Laurent Nunez. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Philippe Dominati, vous évoquez donc d'abord le limogeage du préfet de police, ensuite les incidents graves, très graves qu'il y a eu samedi dernier, effectivement, sur les Champs-Élysées. Vous évoquez 4 mois de tensions extrêmes. Je veux vous rappeler que, et vous avez raison de rappeler, les incidents très graves qu'il y a eu le 1er décembre sur les Champs-Élysées, qui nous avaient conduit avec Christophe Castaner, immédiatement et de manière totalement inédite, à revoir totalement la doctrine de gestion de l'ordre public, en donnant, comme nous le demandaient les policiers, les organisations syndicales de policiers, beaucoup de mobilité, de réactivité, de capacité d'interpellation et de déconcentration des pouvoirs de décision. Et samedi après samedi, pardon, mais vous ne pouvez pas parler de chaos samedi après samedi. Il y a eu le 8 décembre, il y a eu des samedis où nous avons évité tant d'exactions, tant de pillages et peut-être même, Monsieur le sénateur Philippe Dominati, peut-être même des morts. Vous savez que c'est un curseur important en matière de gestion de l'ordre public. Et c'était partout vrai, à Paris comme en province. Alors oui, samedi dernier, il y a eu un vrai dysfonctionnement. Car cette doctrine réactive d'interpellation, elle n'a pas été mise en œuvre, alors même que nous avions donné des instructions extrêmement précises avec Christophe Castaner en ce sens. Et c'est ce qui nous a
conduit à renforcer encore plus cette doctrine. Et comme vous le savez, le Premier ministre l'a annoncé, désormais, tout attroupement qui risque de présenter un caractère violent sera immédiatement dispersé et seront prises à l'appui de ces mesures des arrêtés d'interdiction qui seront vus avec chacun des maires concernés et qui permettront de venir appuyer ces mesures de dispersion d'attroupement. Mais permettez-moi d'insister, vous le savez très bien, monsieur le sénateur Philippe Dominati, vous savez très bien qu'à Paris, des débordements en matière d'ordre public, il y en a eu plein d'autres. Et sous d'autres quinquennats. Et il faut toujours savoir apprécier ces questions d'ordre public, et c'est l'ancien haut fonctionnaire spécialiste des questions de sécurité qui vous le dit, avec beaucoup de modestie et d'humilité, car entre 2007 et 2012, il y a eu aussi beaucoup d'incidents en matière d'ordre public. Monsieur Dominati. C'est pas d'une importance colossale. Tout d'abord, je voudrais faire une observation en préambule. Le fait, monsieur Nunes, que vous me répondiez, vous attire la sympathie de cet hémicycle, car nous avons tous compris que vous étiez le prochain fusible. Ma question s'adressait au ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, qui il y a peu de temps était le chef d'un parti politique qui, dans 18 circonscriptions à Paris, est représenté par 14 parlementaires. Et on dirait pourtant que le gouvernement est sourd. Il n'entend pas l'exaspération des Parisiens. Il n'entend pas le désespoir de ceux qui ne peuvent plus travailler. Il n'entend pas, partout, même à la périphérie, le fait que le tourisme, l'activité économique, la justice, la délinquance, l'antisémitisme explosent parce que vous n'arrivez pas à résoudre un problème. Et à Paris, les Parisiens souffrent déjà des difficultés provoquées par la mairie. Et en réalité, nous sommes, nous, ici, victimes de la double peine. L'inconsidération du gouvernement, l'incompétence de la mairie. Et c'est en cela que je voulais exprimer quelque chose au ministre de l'Intérieur, s'il écoute. Merci. La parole est à Madame Catherine Fournier pour le groupe de l'Union centriste. Vous avez la parole, Madame la Présidente. Oui, merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Ma question s'adressait à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics. Mon propos porte sur la grève des douaniers déclenchée le 4 mars dernier sur fond de Brexit. Les effets se sont vite fait sentir, des perturbations importantes en gare du Nord sur les Eurostars et un blocage complet de Calais. Calais pris en otage une fois de plus, une fois de trop. Ce mouvement de contestation dure depuis près de 3 semaines. Des contrôles zélés, sporadiques, effectués au port et au tunnel sous la Manche, bloquent de manière insupportable tout déplacement normal sur les principaux axes de circulation. Les conséquences pour le territoire sont désastreuses. Je vous les énumère. Des camions à l'arrêt des heures sur les bandes d'arrêt d'urgence, jusqu'à 9 heures. Des chauffeurs sans information, sans ravitaillement, sans sanitaire. Des résidents qui se voient bloqués à des entrées ou des sorties d'autoroute fermées et non présignalées, sans information, sans indication de déviation, sans filtrage. Les salariés accusent des retards sur leur lieu de travail. Les artisans ont des difficultés à se rendre sur leur chantier. Les commerces sont désertés, les sociétés sont en attente de leur livraison et les transporteurs locaux exsangues et excédés. C'est une perturbation de trop qui sème la colère. Monsieur le ministre, nous avons appris au travers de la crise des Gilets jaunes que laisser pourrir une situation, c'est semer et accentuer le mécontentement. Calais est un point de convergence routier qui fonctionne à flux tendu. On doit le gérer dans son exception. L'activité économique du Calaisis et le trafic transmanche sont donc suspendus au piétinement des négociations entre l'État et ses agents. Nous avons besoin d'un signal fort. Pouvez-vous présenter les moyens que vous comptez mettre en place pour arrêter ce mouvement de grève? Merci. Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics, Monsieur Olivier Dussopt. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Fournier. Vous nous interrogez sur le mouvement de grève des douaniers, avec 2 points qui concentrent le plus de difficultés, la gare du Nord à Paris, que vous avez évoquée, et la région de Calais, avec des conséquences économiques que vous avez rappelées et qui pénalisent le territoire. Nous avons apporté des réponses aux douaniers. Nous avons apporté des réponses dans le cadre de la préparation du Brexit avant ce mouvement, avec la programmation et dès 2019, la création de plusieurs centaines de postes de douaniers pour faire face au Brexit dans des conditions correctes, sans avoir à retirer des forces douanières dans d'autres points du territoire.
Depuis le début de ce mouvement, les douaniers, les organisations syndicales qui les représentent, ont été reçus par le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, et à plusieurs reprises par le directeur général des douanes. Nous leur avons proposé 2 types de mesures. Une mesure immédiate qui consiste en une revalorisation salariale de plus de 50 € net à compter du 1er juillet pour les 17 000 douaniers, et cela représente un engagement de 14 millions d'euros. Nous leur avons aussi proposé d'ouvrir des chantiers complémentaires sur la question des conditions de travail. C'est sur la base des propositions que nous avons formulées que les discussions se poursuivent. Mais je tiens à dire devant vous que dans l'attente de l'aboutissement de ces discussions, il est impératif que le trafic puisse reprendre dans de bonnes conditions. Et nous avons donné consigne, instruction, et Gérald Darmanin y a veillé tout particulièrement, que des sanctions soient prises contre les actions qui viennent contrevenir au bon fonctionnement des infrastructures, de l'économie et de la circulation libre des marchandises comme des personnes. Je saisis l'occasion de votre question pour ajouter 2 choses. La première pour dire que les perturbations qui sont le fruit de ce mouvement de grève n'ont absolument rien à voir avec la réalité projetée après le Brexit. Pour une raison toute simple, les contrôles sporadiques et les mouvements que vous évoquez concernent des sorties du territoire, alors que dans le cas du Brexit, nous aurons à contrôler les entrées, ce qui démontre l'absence totale de lien avec la réalité projetée. La deuxième chose que je veux souligner devant vous et devant toute votre Assemblée, c'est le fait que le Premier ministre nous a demandé, à l'ensemble des membres du gouvernement, de préparer toutes les hypothèses de Brexit, y compris un Brexit sans accord. C'est dans ce cadre que nous travaillons. Nous comptons sur les douaniers, mais nous comptons aussi sur leur engagement pour mettre fin à ces perturbations. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à notre collègue Bernard Buis pour le groupe de La République En Marche. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé. Il y a quelques jours à peine, le 8 mars, dans une communion quasiment unanime, nous célébrions la Journée internationale des droits des femmes. À cette occasion, nombre d'entre nous rendions hommage à ces femmes qui ont mené des combats pour que leurs droits avancent au fil des années. Je pense ici plus particulièrement à celle qui était à votre place, Madame la ministre Simone Veil. Je pense à elle et au combat courageux qu'elle a mené en 1976, à contre-courant de sa famille politique à l'époque, pour que les femmes puissent disposer de leur corps et choisir de donner la vie ou pas, parce qu'enfanter n'était pas leur choix. Grâce à Simone Veil, le droit à l'avortement était enfin légal en France. Madame la ministre, ce droit fondamental des femmes de disposer de leur corps est en danger. Pas uniquement aux États-Unis, où des intégristes anti-avortement s'enchaînent sur les grilles des cliniques pratiquant cet acte médical. Ce danger est aussi présent ici, en France, et qui plus est commandité par des médecins. Comment est-il possible que le syndicat national des gynécologues obstétriciens, par la voix de son président, puisse menacer le droit à l'interruption volontaire de grossesse ? Pour faire pression sur vous, Madame, et sur votre gouvernement, ce syndicat a menacé d'une grève des IVG s'il n'obtenait pas satisfaction sur les dédommagements demandés dans des erreurs médicales manifestes. Quelle est leur déontologie médicale pour oser une telle menace ? Le président du syndicat national des gynécologues obstétriciens n'en est malheureusement pas à son premier acte anti-IVG. Il y a quelques mois à peine, en septembre dernier, il déclarait publiquement qu'il considérait l'avortement comme un crime, se défendant peu après d'afficher là une conviction personnelle. Madame la ministre, aujourd'hui je suis, et nous sommes tous partagés entre la colère et la honte de tels comportements pour les représentants d'une corporation médicale. Alors, Madame la ministre, je vous remercie de nous expliquer quel est votre positionnement face à de tels agissements et comment vous pouvez nous assurer que vous serez la garante d'un droit fondamental des femmes, le droit à l'IVG, et de choisir ainsi d'avoir ou non un enfant. Pour vous répondre, la parole est à la secrétaire d'État auprès du ministre des Solidarités et de la Santé. Madame Christelle Dubos, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, au préalable, je vous prie d'excuser l'absence de la ministre, Madame Buzyn, étant retenue à l'Assemblée nationale pour l'examen du projet de loi santé. Monsieur le sénateur, comme vous, nous jugeons ce communiqué du Syndicat national des gynécologues et obstétriciens de France totalement scandaleux. Il menace d'un refus spécifique d'un acte et pas n'importe lequel. Le refus de l'interruption volontaire de grossesse est un acte militant, un acte signifiant. Ce n'est pas digne d'un syndicat. Dès que la ministre des Solidarités et de la Santé en a eu connaissance, elle a dénoncé le caractère inadmissible de ces menaces destinées à se faire entendre. Vous l'avez dit, ces menaces vont à l'encontre du respect inconditionnel du droit à l'IVG garanti dans notre pays. Ces nouvelles déclarations sont inacceptables de la part d'un syndicat qui entend représenter les gynécologues obstétriciens. Cette profession
doit être plus près des souffrances des femmes et d'accompagner ces dernières, notamment dans ce moment très difficile et très douloureux qu'est l'interruption volontaire de grossesse. Mais sachez en aucun cas qu'une telle prise en otage des femmes ne servira de levier de négociation au sein de notre ministère. En aucun cas, une telle prise d'otage des femmes ne peut non plus servir à la médiation d'un dossier. En tout cas, si médiation il y a eu, elle ne met pas à l'honneur ce syndicat ni les professionnels qu'il représente. Et je le regrette, nous le regrettons vivement. Je vous remercie. Merci. La parole est à notre collègue Éric Gold pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre en charge de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Madame la ministre, dans son rapport annuel publié la semaine dernière, le Défenseur des droits met en garde l'État contre le risque de rupture entre les services publics et les usagers. En 2018, 94% des réclamations qui lui ont été adressées portaient en effet sur cette relation des usagers avec les services publics. Parmi les premiers sujets de préoccupation figure la dématérialisation des procédures administratives que le gouvernement souhaite achever en 2022. D'une part, cette dématérialisation soulève de nombreuses difficultés d'ordre technique et organisationnel. Il n'y a qu'à se pencher sur la délivrance des titres sécurisés dans les transports pour voir que les exemples de défaillance sont nombreux. D'autre part, comme l'a très justement rappelé mon collègue Jean-Yves Roux en janvier, la dématérialisation des services publics nécessite une large couverture Internet, un bon équipement des ménages et une maîtrise de l'outil informatique. Or, plusieurs centaines de communes n'ont toujours pas accès à Internet et 13 millions de Français sont encore en difficulté avec le numérique, sans compter le coût de l'équipement informatique que l'on fait bien sûr peser sur les ménages. Le numérique est un facilitateur indéniable dans de nombreux domaines. Il n'est pas question de remettre en cause un tel progrès. Mais dans cette phase de transition, il est essentiel de renforcer l'accompagnement et l'inclusion numérique. Car une absence de l'État dans les territoires peut amplifier les difficultés d'accès aux droits et le sentiment d'injustice et d'abandon, notamment en zone rurale où les services de proximité sont en déshérence. Il existe une fracture territoriale de plus en plus profonde entre la France des métropoles et la France des territoires qui cumule toutes les difficultés. Déserts médicaux, suppression de services dans les hôpitaux, la justice, fermeture d'écoles et de commerces, hausse du coût de la vie et des transports en commun inexistants. Ajoutez à cela la disparition des services publics et vous obtenez un terreau fertile pour les extrêmes. Aussi, Madame la Ministre, je souhaite savoir quelles sont les actions que le gouvernement va mettre en œuvre pour reconnecter les territoires et rendre effective la promesse républicaine d'égalité d'accès aux droits. Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à Madame la Ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Madame Jacqueline Gourault, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Éric Gold. Vous avez raison et je partage votre diagnostic. Si la dématérialisation de certains services est indispensable pour répondre aux besoins de nos concitoyens, nous devons être très attentifs aussi à la situation des 13 millions de personnes qui ressentent des difficultés dans l'usage du numérique. Pour cela, le gouvernement agit dans 3 directions. D'abord, pour renforcer la présence du numérique sur le territoire avec un engagement de plus de 3 milliards du gouvernement, aidé en cela par les collectivités territoriales qui agissent aussi sur les territoires pour développer l'accès au très haut débit d'ici 2022. Je ne parle pas aussi du réseau mobile qui, grâce à l'accord historique que Julien Denormandie a passé avec eux, permet un très bon développement territorial. Mais il faut accompagner et la mise en place de mesures fortes d'inclusion numérique, tant avec le guichet cohésion numérique des territoires, qui se traduit par un soutien financier jusqu'à 150 € pour l'installation d'équipements. Et puis il y a également le pass numérique qui permet d'accéder en compétences avec des personnes qui ont besoin d'être formées, qui sont les moins à l'aise avec le numérique. Et enfin, troisièmement, avec un accompagnement humain nécessaire de nos concitoyens qui sont très éloignés, si je puis dire, du numérique, au milieu, je dirais, ou à l'intérieur des maisons notamment de services publics. Il y en a 1400 sur le territoire et il y a aussi la présence dans les sous-préfectures et dans les préfectures de médiateurs numériques pour aider les usagers. Vous pouvez être assuré, Monsieur le Sénateur, de la détermination du gouvernement à améliorer, bien sûr,
la présence numérique sur le territoire, mais aussi à accompagner donc la mise en œuvre de l'accompagnement des personnes qui sont loin du numérique. Merci, Madame la Ministre. Je vais donner la parole à notre collègue Monique Lubin pour le groupe socialiste et républicain. Ma question s'adressait initialement à Monsieur le Premier ministre. Depuis quelques jours, nous assistons à une véritable cacophonie émanant de votre gouvernement sur fond de réforme des retraites. Alors que la concertation sur cette réforme touche à sa fin, alors que depuis le début, il a toujours été établi que le recul de l'âge de la retraite n'était pas à l'ordre du jour, voilà que vos ministres jouent des partitions bien différentes. C'est tout d'abord Madame la ministre des Solidarités qui ouvre le débat en affirmant que le sujet n'est pas tabou. S'ensuit de manière fort légitime l'étonnement du haut-commissaire, pour qui cette question ne faisait pas partie du cahier des charges, si j'ose m'exprimer ainsi. Après un rétropédalage de Madame la ministre des Solidarités, c'est au tour du porte-parole du gouvernement de réaffirmer que le recul de l'âge de départ à la retraite faisait partie intégrante de la concertation. Mais finalement, s'agit-il d'une cacophonie ou bien d'un jeu de rôle savamment orchestré? Monsieur le Premier ministre a affirmé hier qu'il ne reviendrait pas sur l'âge de départ à la retraite, tout en précisant qu'il faudrait néanmoins s'interroger sur un allongement de la durée du travail, propos repris peu ou prou ce matin même par le haut-commissaire. Tout cela n'est que confusion. Ma question est donc simple. Existe-t-il dans votre gouvernement une volonté clairement établie et partagée de maintenir ce droit, à nos yeux non négociable, notamment pour ceux qui sont entrés tôt dans le monde du travail et qui exercent le plus souvent des métiers pénibles, droit qui devra être assorti bien évidemment d'un niveau de pension suffisant? Pour vous répondre, je vais donner la parole. Je signale simplement qu'en ce moment, à l'initiative de la Commission des affaires sociales, un débat entre les partenaires sociaux et le haut-commissaire se déroule dans notre salle Clémenceau. Monsieur le ministre, auprès du Premier ministre chargé des relations avec le Parlement, Monsieur Fesneau, pour vous répondre. Merci, Monsieur le Président. Merci, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice. Cette question me permet de rappeler les propos tenus. J'aimerais pouvoir répondre à votre collègue, si ça ne vous dérange pas. Cette question me permet de rappeler, Madame la sénatrice, me permet de rappeler les propos tenus par le Premier ministre hier devant l'Assemblée nationale à l'issue du Conseil des ministres. L'objectif de la réforme des retraites, c'est construire. L'objectif de la réforme de retraite, c'est de construire un système de retraite plus lisible, plus juste, plus solidaire, dans lequel un euro cotisé, si vous n'écoutez pas, c'est votre choix, mais je pense que d'autres peuvent être intéressés par la réponse, Monsieur le Sénateur, donne les mêmes droits à tous. C'est le mandat qui a été confié à Jean-Paul Delevoye. Comme l'a rappelé le Premier ministre hier, ce mandat n'a pas changé et ne porte pas sur la question paramétrique de l'âge minimal de départ à la retraite. Dans le même temps, regardons les faits. L'allongement de l'espérance de vie est une réalité que nous devons regarder en face. Il y a 1,5 million de personnes de plus de 85 ans aujourd'hui. Elles seront 5 millions en 2050. On parle d'un changement démographique comme il y en a peu dans l'histoire des sociétés. Le vieillissement de la population qu'il induit représente un défi majeur pour notre protection sociale et son financement, notamment pour notre système de santé de prise en charge des personnes âgées dépendantes. Il va demander de déployer des moyens financiers considérables pour la prise en charge de la dépendance. Baisser le reste à charge des familles, améliorer les conditions de travail dans les EHPAD, mieux prendre en compte la charge à domicile, c'est des objectifs que nous pouvons partager. Et pour financer ces besoins nouveaux, nous n'augmenterons pas les impôts. La question de la prise en compte de l'espérance de vie est un paramètre majeur de la pérennité de notre système de protection sociale. Cette question a été ouverte dans le cadre du grand débat national et elle n'est pas fermée, Madame la sénatrice. Il me semble qu'il ne faut pas trancher cette question avant de l'avoir posée. Madame Lubin. Donc les choses me paraissent décidément claires. Nous sommes toujours dans la confusion. Nous ne pourrons pas faire payer la solidarité pour la dépendance par les gens qui travaillent longtemps sur des métiers pénibles et qui commencent très tôt. Ça ne sera pas possible. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Christine Bonfanti-Dossat pour le groupe Les Républicains. Vous avez la parole.
Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adressait au Premier ministre. Aurait-on pu éviter... Fantidossa est là, elle. Allez-y. Aurait-on pu éviter les scènes de violence, les scènes de pillage commises par les casseurs ce samedi lors du 18e acte de mobilisation des Gilets jaunes? Y a-t-il eu des défaillances et un manque d'anticipation? Faut-il appeler cela de l'amateurisme? Toutes ces questions, les Français se les posent. Ils ne veulent plus débattre, ils ne veulent plus de discours, plus de formules médiatiques, ils veulent des actes. Nous ne sommes plus dans le cadre d'un maintien de l'ordre classique. À la suite des événements du 1er octobre à l'Arc de Triomphe, nous attendions déjà de votre part des actes forts. Or, vous n'avez rien fait de plus. Et ne rien faire de plus, c'est laisser faire. Aujourd'hui, aucune mesure politique ne pourra apaiser durablement la situation. Ce n'est pas vos incantations qui calmeront le pays, encore moins le recours à l'armée. Monsieur le ministre, votre en même temps dans le domaine régalien est un véritable échec. Il faut adopter la seule politique qui vaille, celle de la fermeté à la hauteur de la violence, celle que le Sénat vous propose depuis le mois de juin. Alors, Monsieur le ministre, pouvez-vous me dire à combien se chiffrent les dégâts? Qui va les payer? Les Français qui verront leur cotisation d'assurance augmenter? Ou êtes-vous enfin prêt de faire payer les casseurs? Et puis je vous rappelle, ma question s'adressait au Premier ministre. Êtes-vous sûr qu'avec un tel discrédit, le ministre de l'Intérieur est encore en mesure de poursuivre sa mission place Beauvau? Merci. La parole est au secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur. Monsieur Laurent Nunez, vous avez la parole, monsieur le ministre. Allez-y. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Christine Bonfanti, deux remarques par rapport à votre question. D'abord, je suis très heureux de constater que maintenant, vous nous expliquez que ce à quoi nous avons à faire face depuis le 17 novembre, ça n'est pas du maintien de l'ordre classique. Ça n'est pas toujours ce qui a été dit sur ces bancs, je vous le rappelle. Depuis le début, nous disons que ce mouvement, il est empreint d'une très grande violence, d'une remise en cause de nos institutions. Nous avons souvent parlé de sédition. Je suis heureux que depuis quelques semaines seulement, vous nous rejoigniez sur cette thématique. Quelques semaines seulement. Mais nous n'avons pas attendu que vous évoluiez dans l'analyse des faits, et c'est d'ailleurs pour ça que nous sommes ici et que nous gérons, nous, ce problème. C'est ce que les Français ont souhaité. Nous soyons là en gestion. Dès après le 1er décembre, nous avons fait évoluer la doctrine. Nous avons fait évoluer cette doctrine, nous n'avons pas rien fait. Les organisations syndicales que nous voyons régulièrement avec Christophe Castaner nous ont remerciés de cette évolution de doctrine. Ils nous ont remerciés de cette latitude qui leur a été laissée dans l'interpellation, dans la possibilité d'agir. 10 000 personnes interpellées, 1800 personnes placées qui ont été jugées, 40% de peine de prison ferme. Comment osez-vous dire que nous ne faisons rien? Comment osez-vous dire que nous ne faisons rien? Et nous allons continuer et nous serons présents samedi à nouveau. Samedi dernier, nos instructions n'ont pas été appliquées et c'est très grave. C'est un dysfonctionnement majeur. Et ce sont les policiers eux-mêmes qui se sont adressés à nous pour se plaindre de ce qu'ils n'avaient pas reçu les bonnes instructions. Alors, samedi, nous continuerons à assurer l'ordre républicain, nous continuerons à protéger la République parce que c'est ce que nous faisons. Et je vous demande simplement, interrogez-vous, que feriez-vous à notre place? Que s'est-il passé entre 2007 et 2012? Que s'est-il passé entre 2012 et 2017? Il y a eu beaucoup d'incidents d'ordre public, et nous avons pris des mesures à la fois législatives et des mesures opérationnelles qui visent à y mettre un terme. Et dès demain, dès samedi, tous les attroupements qui se réuniront et qui comporteront des casseurs seront, comme nous l'avons annoncé, immédiatement dispersés. Merci. La parole est à notre collègue Évelyne Perrot pour le groupe de l'Union centriste. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. À l'heure où les Français sont indignés de voir leur pays exsangue, d'autres victimes, oubliées de tous, subissent les dommages collatéraux de cette crise. Je veux parler ici des familles des forces de l'ordre, de leurs épouses, leurs époux, de leurs enfants.
Depuis le début de l'année, on dénombre 24 suicides, dont 19 au sein de la police nationale. Des femmes et des hommes qui s'étaient engagés pour protéger les Français. Depuis des mois, la police essaie de maintenir l'ordre dans des manifestations chaque fois plus violentes. Les familles de ces derniers subissent au quotidien, via les réseaux sociaux, une agressivité telle qu'elles demandent à leurs enfants de ne plus dire que leur parent est policier ou gendarme. En plus, dans les cours d'école se rejouent les scènes vues sur les écrans entre les forces de l'ordre et les manifestants. Comment expliquer dès lors à un enfant qu'il n'est pas honteux d'avoir un parent qui a choisi cet engagement? L'association Femmes des forces de l'ordre en colère de ma région, bien avant les manifestations des Gilets jaunes, avait alerté le président de la République sur les conditions de travail de leurs époux. Ce dernier leur avait répondu en août 2017 qu'elle serait reçue par le ministre de l'Intérieur. Or, depuis le remaniement ministériel, rien n'a été mis en œuvre pour entendre leur voix. Que comptez-vous faire, monsieur le ministre, pour protéger ces familles? Pourriez-vous honorer les promesses de notre président et prendre le temps de recevoir et d'écouter ces femmes? Pour vous répondre, la parole est à monsieur le ministre de l'Intérieur. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs. Je crois que c'est la deuxième question à laquelle je réponds et je crois, je le rappelle à quelques-uns, que nous avons passé 3 heures au sein de la Commission des lois à aborder le sujet global de l'ordre public, qui est un sujet qui doit effectivement impliquer de prendre le temps de l'action. Et puis, il y a les situations humaines vécues. Vous avez abordé, Madame la sénatrice, les suicides. C'est un métier extrêmement difficile, avec des pressions fortes, et c'est un métier armé. Très régulièrement, nous avons effectivement des drames épouvantables. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas eu une rencontre avec les syndicats, avec l'ensemble des partenaires sociaux, avec les états-majors, où je n'ai pas abordé la question de la prévention du suicide, tant cette question, nous la connaissons tous, mais elle est particulièrement forte, difficile, inhumaine à traiter au sein des effectifs de police comme de la gendarmerie et sur lesquels nous devons être très mobilisés. Parce qu'ils subissent cette violence du quotidien, ils subissent cette mise en cause permanente. Et puis, il y a les familles. Et vous avez raison d'aborder effectivement cela. Sachez, Madame la sénatrice, que nous mettons en place de façon systématique, et la gendarmerie nationale est par exemple un modèle qui est reproduit dans beaucoup d'entreprises privées, nous mettons en place de façon systématique un accompagnement psychologique, médical et social pour les proches, chaque fois qu'il y a des attaques ou des drames. Nous mobilisons aussi des moyens financiers pour sécuriser la vie, le quotidien de nos forces et en particulier de nos gendarmes qui vivent, vous le savez, dans des lieux regroupés. Il est évident que nous devons aussi les protéger quant à l'anonymat, non pas pour que ce qu'ils pourraient faire soit caché, mais tout simplement pour que leur quotidien et leurs interventions dans des procédures judiciaires puissent se faire aussi sous le couvert de l'anonymat. C'est la raison pour laquelle j'ai signé un arrêté le 12 février dernier qui étend la liste des services dont les agents ne peuvent voir leur identité dévoilée, notamment dans les médias, parce qu'il faut protéger tout le monde. Enfin, Madame la sénatrice, vous m'invitez à rencontrer une association que je ne connais pas, territoriale. Par contre, je peux vous dire que le dialogue avec les organisations sociales est permanent. À 17 h, je recevrai avec Laurent Nunez la totalité des organisations syndicales. Et je peux vous dire que depuis, nous cessons de le faire et que les conditions de travail de nos gardiens de la paix, notamment à travers l'accord que nous avons signé au mois de décembre, sont fortement améliorées et c'est nécessaire et juste. Merci. Madame Perrault, quelques secondes. Quelques secondes. Simplement, Monsieur le Ministre, vous nous avez dit cette semaine que vous envisagez un plan de recrutement dans la police. Alors changez l'image négative que cette fonction inspire à certains et redonnez à ces femmes et ces hommes engagés respect et dignité. Merci. La parole est à notre collègue Arnaud de Belenet pour le groupe de La République En Marche. Merci. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues. J'aurais aimé poser une question au Premier ministre pour le plaisir d'entendre pour la 3e fois son nom scandé sur les bancs socialistes. C'est suffisamment rare et agréable d'entendre le Premier ministre acclamer sur les bancs socialistes. Néanmoins, et j'en suis très heureux, ma question s'adresse à Madame la ministre Emmanuelle Wargon. La jeunesse, chers collègues, manifestait pour le climat, donnant aux générations qui la précèdent, et la nôtre en particulier, une leçon de sagesse et de clairvoyance, au moment même
au même moment, l'incendie se déclarait à bord de l'America Grande, sous pavillon italien, avec à bord des milliers de fuels de propulsion et des containers de matières dangereuses. L'Europe nous accompagne avec notamment l'intervention des bâtiments de sa flotte pour intervenir de manière curative sur la pollution. Et en lien avec Françoise Cartron, ma question porte bien sûr sur les mesures prises en réaction à la pollution pour protéger nos côtes et nos eaux. Alors certes, et c'est l'occasion de le saluer, depuis la catastrophe de l'Erika, l'Union européenne a accru la sécurité maritime par des mesures et des règles de prévention, l'adoption des paquets Erika 1, 2 et 3 et l'Agence européenne sont des outils efficaces. Ainsi, le Grande America avait fait l'objet en 2010 d'un certain nombre de contrôles qui avaient relevé 35 déficiences techniques, dont quelques-unes, 14 sur la sécurité incendie, mais en octobre dernier, à Hambourg, les contrôles ne relevaient plus que 3 défauts de règlement, dont l'un concernait la rétention du fioul à bord. Alors les principaux risques liés au transport maritime sont endigués grâce à l'Europe qui nous a protégés. Néanmoins, une partie du chemin reste à faire. Alors, Madame la Ministre, si l'America Grande nous montre qu'en ce domaine aussi, nous avons besoin d'Europe, nous avons besoin de régulation, ma question porte simplement sur la façon dont la France entend plaider pour un renforcement de la réglementation relative au transport maritime auprès de nos partenaires. Bien, pour vous répondre, la parole est à la secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire. Madame la Ministre. Monsieur le Président du Sénat, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Arnaud de Belenet, vous l'avez dit, le naufrage du Grande America est une catastrophe environnementale face à laquelle le ministère de la Transition écologique et solidaire a réagi immédiatement. Il s'agit d'un navire italien en provenance de Hambourg à destination de Casablanca qui a fait naufrage à 320 km des côtes à 4500 mètres de profondeur. Le ministre d'État, François de Rugy, s'est rendu sur place dès jeudi dernier pour assurer heure par heure le suivi de l'incident, mettre en place les opérations de secours, pour saluer le sauvetage des 27 personnes à bord et pour renforcer l'engagement d'une lutte contre l'incendie ainsi que la sécurisation de la zone. Vous l'avez rappelé, une directive européenne organise les contrôles et en 22 ans d'exploitation sous pavillon italien, 35 contrôles dans différents ports européens ont été effectués sur ce navire, dont une fois à Dunkerque en 2010. À chaque fois, une autorisation à naviguer a été donnée. Le dernier contrôle date du 26 octobre 2018 à Hambourg. En France, nous effectuons 1600 contrôles de ce type. Bien sûr, si l'enquête montrait une erreur manifeste, il faudrait sévir. Nous en sommes maintenant à contenir au maximum cette catastrophe avec 8 navires actuellement sur zone et 7 containers. C'est une mobilisation internationale. 2 des navires ont été affrétés sous l'égide de l'Agence européenne de sécurité maritime. Nous avons également un bateau espagnol qui est là grâce à la coopération bilatérale et des moyens mobilisés par l'armateur. Nous suivons également la pollution grâce à un système satellitaire communautaire appelé CleanSeaNet. Une mise en demeure de l'armateur a été faite pour mettre fin aux pollutions par hydrocarbures, par la pollution des containers. Nous avons lancé une enquête administrative, judiciaire et technique pour faire la lumière sur les circonstances de l'accident et appeler sa responsabilité. Bien sûr, en fonction des résultats de l'enquête, nous ferons les propositions nécessaires au niveau européen pour améliorer toujours plus la sécurité et les réglementations. Merci. La parole est à Monsieur Philippe Mouillet pour le groupe Les Républicains. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues. Étant donné la thématique de la semaine, ma question concerne la francophonie, mais en un préambule, je voudrais quand même vous dire que je suis relativement marqué par l'absence volontaire du Premier ministre aujourd'hui dans nos rangs. Voici un an, sous la coupole de l'Institut de France, le Président de la République prononçait un discours relatif à la francophonie. Après avoir partagé la conception de ce qu'est aujourd'hui la francophonie, c'est-à-dire cette langue française, devenue le centre de toutes les nations et de tous les peuples où elle fait souche dans sa variété, le chef de l'État a fixé un cap, apprendre, échanger et créer en français. Outre ses engagements, il s'est projeté au-delà de nos frontières. Il a souhaité que la France puisse, à travers son aide publique au développement, réaffirmer son engagement fort pour l'éducation. À cet engagement en matière de développement, le Président de la République a également annoncé des mesures concrètes, notamment en proposant un volontariat international pour le français et un doublement des missions du service civique sur cet enjeu.
en annonçant un nouvel élan pour les lycées français et un doublement du nombre d'élèves inscrits dans le réseau scolaire d'ici 2025. Et en demandant à nos établissements du supérieur de s'implanter hors de nos frontières et de se regrouper en campus. L'ambition est importante. Il a également ajouté de nouvelles missions aux acteurs de l'audiovisuel francophone et un nombre d'institutions qui font aujourd'hui partout dans le monde vivre la francophonie. Or, à ce jour, le volontariat international n'est toujours pas mis en place. Les budgets alloués à la fois aux alliances françaises et aux lycées sont en diminution. Et l'audiovisuel consacré à la francophonie est en plein doute. Alors, Monsieur le Ministre, pouvez-vous nous dire, un an après ce grand discours, quelles sont les actions du gouvernement pour traduire les nombreux engagements annoncés? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Vous avez la parole, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Mouillet. Je salue également le vice-président délégué de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Je le signale parce que ce sont les parlements qui ont été pionniers avant les gouvernements et nous avons fêté en 2017 les 50 ans de l'APF. Alors, un an après le discours fondateur, effectivement prononcé par le président de la République sous la coupole de l'Institut de France, eh bien, c'est un foisonnement d'initiatives et d'actions qui ont vu le jour. Parlons moyens budgétaires. Nous sommes passés tout simplement de 97 millions d'euros octroyés au soutien aux systèmes éducatifs dans les pays en développement, parce que nous avons besoin pour que le français soit une réalité, non pas seulement une potentialité, et bien que nous puissions accompagner ces systèmes éducatifs, à un budget de 208 millions d'euros en 2018. Et nous allons l'accroître pour passer à 300 millions d'euros. Par ailleurs, il y a une synergie des actions conduites aussi avec l'Organisation internationale de la francophonie. Le président de la République a pu évoquer ces sujets hier en rencontrant la nouvelle secrétaire générale, Madame Louise Mushikiwabo. Et tout cela va se décliner au sein des institutions européennes pour que le français soit toujours plus et mieux enseigné aux fonctionnaires internationaux. Parce que il est essentiel pour que l'Europe soit une réalité également, que le multilinguisme soit une réalité concrète et qu'on puisse s'y exprimer en français. S'agissant des volontaires internationaux, une idée qui avait d'ailleurs été mise sur la table par Joël Garriaud-Mellam. Nous en sommes au stade de l'expérimentation, mais nous entendons bien passer au stade de l'industrialisation, si je puis dire ainsi. Par ailleurs, hier, avec Frédéric Vidal, nous posions la première pierre d'une maison des étudiants de la francophonie au sein de la Cité internationale. Elle va pouvoir accueillir 150 étudiants francophones en 2020 et ça sera un lieu naturellement d'inspiration. Et puis vous l'avez dit, les campus, le campus franco-sénégalais, le campus franco-tunisien, tous ces chantiers avancent bien et je sais que c'est un sujet qui rassemble largement. J'ai d'ailleurs une pensée pour Jacques Legendre et Michel André qui ont porté haut cette flamme et que nous nous attachons à perpétuer ensemble. Monsieur Mouillet. Oui, Monsieur le Ministre, j'entends la liste des actions engagées. Je reste en tous les cas le témoin sur le terrain d'un décalage réel entre les discours et les concrétisations. Alors nous attendrons les mois qui viennent pour voir la traduction. D'une façon générale, je pense que même sous la coupole de l'Institut de France, il faut parfois avoir un discours plus modeste, mais des engagements qui soient tenus. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Jean-François Husson pour le groupe Les Républicains, Monsieur le Sénateur. Oui, Monsieur le Président, ma question s'adresse à Madame Emmanuelle Wargon, ministre. Madame la ministre, samedi dernier, dans le calme, la bonne humeur et une ambiance festive, près de 400 000 Français, dans une diversité d'âges, de conditions, d'engagement associatif ou politique, ont manifesté pour que soit revue à la hausse l'ambition de la France en matière d'écologie, au lendemain de la grève de la jeunesse pour le climat, fustigeant dans les deux cas l'inaction du gouvernement. Je note que cela vous a laissé sans voix et sans réaction. Quand hier, Nicolas Hulot claquait la porte en regrettant la politique des petits pas, autrement dit l'immobilisme. Madame la ministre, les Français vous exhortent à agir aujourd'hui. Pouvez-vous donc nous dire quelle est l'ambition du gouvernement sur votre politique en faveur du climat et la promotion d'une écologie positive plutôt que punitive? Pour vous répondre, la parole est à Madame la secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire. Vous avez la parole, Madame la ministre. Monsieur le Président du Sénat, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Husson, vous avez cité la mobilisation des jeunes et la mobilisation de nos concitoyens pour le climat. Vous avez bien fait parce que ces mobilisations sont salutaires et elles sont importantes.
Nous avons besoin d'une prise de conscience, nous avons besoin d'une volonté commune pour agir et pousser au maximum la transformation écologique et solidaire dont notre pays a besoin et dont d'ailleurs le monde entier a besoin. Ces marches sont importantes, de même que les débats qui ont eu lieu, et je pense aux débats qui ont eu lieu avec le président de la République à Gréoux-les-Bains, avec de nombreux jeunes qui ont également interpellé le président en la matière. Et demain, nous rencontrerons avec Jean-Michel Blanquer, François de Rugy, Brune Poirson et Gabriel Attal des lycéens qui ont participé aussi à des débats dans leurs établissements. Il ne s'agit pas d'être interpellés les uns contre les autres, il ne s'agit pas d'être opposés les uns aux autres, il s'agit ensemble d'agir pour cette transformation écologique. Au ministère de la Transition écologique, nous sommes à la tâche tous les jours. Nous n'avons pas attendu ces mobilisations pour agir. Nous sommes déterminés. Nous avançons en matière énergétique. La programmation pluriannuelle de l'énergie a été présentée récemment. En 2020, fermeront les 2 premiers réacteurs nucléaires en France à Fessenheim. Nous avons signé le projet de territoire. D'ici 2022, fermeront les 4 centrales à charbon qui restent en métropole. Cette transition est en cours, elle est faite avec les territoires que nous accompagnons. Nous créons l'Office français de la biodiversité en matière de biodiversité. Nous mettons en place le 11e parc naturel. Nous partageons mieux la ressource en eau à travers les assises de l'eau. Nous sommes à la tâche tous les jours. Et sur l'économie circulaire, nous avons présenté une feuille de route de l'économie circulaire qui va également nous permettre d'être ambitieux en la matière. Et cette feuille de route arrivera prochainement devant l'Assemblée nationale et le Sénat. Le président de la République l'a dit à Gréoux, il faut aller plus vite, plus loin, plus fort. Ce sera aussi l'enjeu de la sortie du grand débat que de proposer une feuille de route complémentaire pour être au rendez-vous de la transition écologique et solidaire. Merci Madame la Ministre. Monsieur Husson. Réponse convenue, Madame la Ministre. Je le dis très simplement, le gouvernement reste petit bras à un moment où en fait vous avez affaire à un dossier pour le moins préoccupant. Et il ne faut surtout pas geler les ambitions en plein réchauffement climatique. Je vais vous donner quelques exemples. La PPE, maintes fois repoussée, dont on peine à avoir une ligne directrice. La trajectoire carbone, pour le moins indécise. Le développement des énergies alternatives, balbutiant. La sortie du nucléaire, aussi peu sereine que le dossier de fermeture des centrales à charbon. Et puis la fiscalité verte, mise sous le tapis depuis la crise des Gilets jaunes et qui risque de demeurer longtemps un maquis où se cachent mécontentement, injustices et colère. Madame la Ministre, l'inaction écologique, c'est aussi 100 milliards par an consacrés au traitement de la pollution de l'air. La facture énergétique, c'est 40 milliards de déficit, c'est-à-dire 2/3 du déficit du commerce extérieur. Alors faites confiance à vos partenaires, les collectivités territoriales, auxquelles je vous offre une belle occasion de proposer sans délai une nouvelle grande loi Pacte 2, un plan d'action pour le climat et la transition écologique. Madame la Ministre, il est temps d'agir, où Jupiter risque de devenir Éole, le dieu du vent. Merci. Nos prochaines questions d'actualité auront lieu le mardi 26 mars à 16h45. Je vais suspendre la séance, ce sera reprise à 16h20 pour la suite de l'examen du projet de loi d'orientation des mobilités. La séance est suspendue. Et voilà pour ces questions d'actualité du Sénat au gouvernement. Et on peut dire que la guerre institutionnelle est déclarée entre le gouvernement et le Sénat, puisque le Premier ministre, Édouard Philippe, a volontairement boycotté cette séance de questions d'actualité du Sénat à cause de la décision ce matin du bureau du Sénat de signaler à la justice le cas du directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, Patrick Stroda, suspecté de faux témoignages devant la commission d'enquête sur l'affaire Benalla, et également de transmettre les déclarations des 2 hauts fonctionnaires de l'Élysée, Alexis Collère et le général Lavergne. Édouard Philippe qui a appelé le président du Sénat, Gérard Larcher, pour justifier son boycott. Et cette absence, elle est très mal passée auprès des sénateurs cet après-midi, qui ont copieusement hué tous les ministres qui sont venus répondre à leurs questions. Les sénateurs socialistes ont même tapé du poing sur leur table en criant « Il est où ? Il est où ?» à propos du Premier ministre qui était absent. C'est dire si l'ambiance était électrique cet après-midi dans l'hémicycle, alors qu'on a appris au même moment que le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, avait annulé sa participation demain à une conférence devant les étudiants de Sciences Po Lille qu'il devait animer avec le président du Sénat, Gérard Larcher, une conférence sur la démocratie parlementaire, un boycott au même motif de la décision du bureau du Sénat dans l'affaire Benalla. On peut donc dire que cette affaire Benalla a réduit à néant les relations entre d'un côté le gouvernement et l'Assemblée et de l'autre le Sénat.
Merci beaucoup Alexandre pour toutes vos précisions et on continue les réactions justement avec vous Tam Tranu, avec le ministre des Relations avec le Parlement Marc Fesneau. C'est à vous Tam. Oui, Marc Fesneau, eh bien, votre réaction tout d'abord à ce boycott de questions d'actualité par le Premier ministre Édouard Philippe et également l'annulation du déplacement en commun que devait avoir lieu entre Gérard Larcher et Richard Ferrand demain à Lille. Je n'ai pas de réaction particulière à avoir. Le Premier ministre a appelé le président Larcher pour lui donner les motifs de son absence. C'est des faits normaux dans la vie parlementaire. On ne va pas non plus édulcorer les choses. Par ailleurs, Richard, par ailleurs, oui, mais très bien. Mais je pense que c'est bien qu'il y ait un dialogue direct entre le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale ou du Sénat pour expliquer ce que sont les faits et ce qui peuvent être des déclarations ou des décisions qui peuvent poser question, en tout cas à l'exécutif ou à d'autres. La deuxième chose que je voulais dire quand même au passage, c'est moi je suis un ministre des Relations avec le Parlement qui par fonction, mais aussi par construction et conviction, croit vraiment à l'utilité du bicamérisme. Et donc vous ne me trouverez pas à remettre en cause le Sénat dans sa fonction et dans son utilité. Le bureau a pris une décision, j'en prends acte. Reconnaissons aussi, en tout cas beaucoup d'observateurs le disent, que c'est une décision de nature politique. Il faut simplement que le Sénat l'assume comme une décision politique. D'ailleurs, elle est intéressante. À double titre, c'est intéressant. Un procès politique, disent certains chez LREM. Oui, en tout cas, je dis que c'est une décision sur fondement politique. D'ailleurs, c'est intéressant de voir qui a voté cette décision manifestement. Les Républicains et le Parti Socialiste, qui, dans une collusion intéressante du moment, a fait qu'ils ont pris cette décision. Puis pour le reste, je voudrais dire deux choses. Moi, je me réfère à ce qu'a dit le président Marseille, qui est membre de la majorité, qui est un membre influent et solide de la majorité, qui a dit cette décision, elle est superfétatoire, elle est fragile, elle est injustifiée. Ça me paraît des termes suffisamment clairs. Oui, mais il est membre de la majorité, donc il est moins suspect par construction d'être, comment dirais-je, influencé par tel ou tel. Il a dit des choses très claires et je pense qu'Hervé Marseille parle de raison. Et puis, dernier point, on est dans un moment où je pense que les Français ont besoin que les assemblées fonctionnent, ensemble. Et je ne suis pas sûr que ce genre... Richard Ferrand dit que la décision a abaissé le Parlement. Mais je ne suis pas sûr que ce type de décision ou ce genre de procès politique qui peuvent être intentés à tel ou tel permettent de rehausser le niveau du débat public et le débat politique. Et je suis sûr que la raison va revenir parce que cette maison que je connais bien est une maison qui normalement travaille avec raison et dans la volonté de l'intérêt collectif. Je crois que les Français nous attendent sur l'intérêt collectif et pas sur des manœuvres politiques. N'a pas rehaussé le... Non, c'est pas Richard Ferrand dont je vous parle. Oui. Non, c'est pas Richard Ferrand, vous avez très mal compris mon propos. Je vous dis que dans un moment comme ça, on n'a pas besoin de décisions qui soient des décisions qui manifestement sont sur des fondements politiques. Ça ne concerne pas Richard Ferrand, ça concerne plutôt la décision du bureau ce matin. D'accord. Merci beaucoup Marc Fesneau d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Tam, pour cette réaction. Et Françoise Laborde nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir, sénatrice RDSE de la Haute-Garonne. On voit que cette absence du Premier ministre, mesure de rétorsion au vote du bureau du Sénat ce matin, fait beaucoup réagir. Vous le regrettez ? Alors oui, je vais dire que je le regrette parce que j'ai entendu les propos de Marc Fesneau en disant que peut-être le Sénat ne sort pas grandi. Mais dans ces cas-là, moi je dis que... si le Premier ministre n'est pas là non plus, je pourrais dire aussi que le gouvernement ne sort pas grandi. Donc ça, c'est de la politique politicienne comme je n'aime pas. Après, sur le choix du bureau, il est exact que moi, je n'ai pas participé puisque je n'étais pas membre de cette commission spéciale. Donc je suis allée à quelques auditions, comme tout le monde. Sur le choix final, je pense que l'on peut comprendre l'aspect, parce qu'on ne ment pas à une commission d'enquête. Donc les deux personnes, messieurs Benalla et Kras, soient, disons, un peu plus mis en avant et peut-être cette déclaration à la justice ne me choque pas. Pour le reste, c'est une suspicion de faux témoignages et voilà, je mets des points de suspension. Je ne suis pas membre du bureau, donc je vois en effet ce que dit Marc Fesneau, ce que disent d'autres personnes. C'est peut-être une façon aussi de se dire qu'on n'a pas choisi le bon moment, mais on ne choisit jamais le moment de la fin d'une commission d'enquête. Ça tombe mal avec les réformes constitutionnelles qui arrivent. Et ce serait dommage qu'il y ait une guerre alors que le bicamérisme est tellement important. Voilà, donc les choses, une séance de questions d'actualité un peu houleuse. J'ose espérer que chacun retrouvera ses esprits et remettra au niveau Car Richard Ferrand, qui devait se rendre demain devant les étudiants de Sciences Po à Lille avec le président du Sénat, Gérard Larcher, a lui aussi décidé d'annuler, de boycotter cette conférence. Il dit on ne peut pas d'un côté abaisser le Parlement et vouloir le promouvoir La commission d'enquête n'était pas à l'Assemblée, bien sûr, puisqu'elle est à majorité La République En Marche. Je pense qu'il y aurait eu à notre époque
voilà, je crois qu'il ne faut pas non plus dire bon, nous on n'aurait pas fait comme ça. Chacun reste chez soi. Avant le président Ferrand, il y a eu quelques soucis à l'Assemblée, pas son prédécesseur, mais du temps d'avant. Ouais. Je crois, voilà. Les rapports avec les Claude Bartolone étaient assez mauvais aussi. Entre M. Bartolone et M. Larcher n'étaient pas tous les jours faciles non plus. Donc je pense que justement, si on veut respecter ce bicamérisme et continuer à construire, il va falloir que la vapeur retombe et puis qu'on recommence à travailler. Alors, on continue bien cette émission et on repasse par la salle des conférences où nous attend Tam Tranui avec un des co-rapporteurs de cette commission d'enquête parlementaire, le socialiste Jean-Pierre Sueur. Jean-Pierre Sueur, votre réaction au boycott d'Édouard Philippe de la séance de questions d'actualité, bien sûr liée à la décision du bureau du Sénat de ce matin. Également, Richard Ferrand qui annule son déplacement commun qui était prévu demain avec Gérard Larcher. Si c'est un boycott de la part du Premier ministre, c'est incompréhensible. Et le fait que le président de l'Assemblée nationale renonce à rencontrer Gérard Larcher est tout à fait incompréhensible. Le président de l'Assemblée nationale devrait défendre le contrôle parlementaire. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait un rapport. Ce n'est pas de la faute au Sénat si M. Benalla s'est comporté comme il s'est comporté. Oui. Ce n'est pas de la faute au Sénat s'il y a eu tous les dysfonctionnements induits et si on les a laissés faire. Ce n'est pas la faute au Sénat si de hauts personnages ont menti devant une commission d'enquête parlementaire. L'exécutif met de l'huile sur le feu. Oui, mais aujourd'hui, nous tirons les conséquences de cela conformément à la Constitution. Et puisque M. le Premier ministre parle tellement de la séparation des pouvoirs, il devrait être très respectueux de la séparation des pouvoirs. Nous, parlementaires, nous faisons notre travail tel qu'il est prévu dans la Constitution. Richard Ferrand qui parle de fin politicienne dans la décision du bureau. Il a tort. Qui abaisse le Parlement, Il a tout à fait tort, puisque moi, je n'ai pas fait ce travail en tant que membre d'un parti politique, mais en tant que parlementaire chargé avec mes collègues par la Constitution de contrôler le pouvoir exécutif et d'évaluer les politiques publiques, point. Est-ce que c'est une crise politique ouverte pour vous? Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu une telle crise politique. Si certains ouvrent une crise politicienne, c'est leur problème. Moi, je dis que dans cette affaire, nous nous intéressons à la vérité, au droit et à la loi. Merci beaucoup, Jean-Pierre Sueur, pour votre réaction. Merci beaucoup, Tam, pour cette nouvelle réaction. Est-ce que vous regrettez, Françoise Laborde, qu'il y ait des conséquences sur la révision des institutions, le Sénat qui a pu braquer l'Élysée par ce vote du bureau qui pourrait en faire les frais lors de la prochaine révision constitutionnelle? C'est un souci. Bien sûr, c'est ce que je vous ai dit. Je pense que cela ne pouvait pas plus mal tomber, mais je crois aussi en l'intelligence des uns et des autres, parce que les modifications constitutionnelles des institutions ne se font pas pour un jour, pour 2 jours ou après une crise. C'est quand même quelque chose qui va engager notre pays pour des années. Il y a des choses qui étaient déjà engagées, certaines ont été arrêtées du fait du grand débat, parce qu'on voulait savoir aussi un petit peu ce qui allait se dire sur nos territoires. Donc, moi, je crois quand même en l'intelligence personnelle de chaque individu qui va participer à ces réformes institutionnelles. Ça pourrait avoir un impact sur la question de la réduction du nombre de parlementaires. Ça pourrait faire l'objet d'âpres négociations à présent entre Emmanuel Macron et Gérard Larcher. Ça peut, puisqu'on sait qu'il y avait eu des avancées sur les territoires, garder un certain nombre de sénateurs ou de députés dans les territoires ruraux pour que justement ils ne se retrouvent pas complètement déshabillés. On le dit au niveau du Sénat. Certains disent que le Sénat est trop représenté au niveau du rural. Bon, vous savez bien que les textes de loi sont quand même faits autour des urbains, il faut le dire. Après, bien sûr, on pense à nos territoires, donc c'est quand même le rôle des sénateurs. Et nous avons quand même aussi tous les territoires outre-mer. Parce que quand on vote une loi, c'est pour tous. Ce n'est pas seulement pour la métropole et je dirais plutôt urbaine.
Donc j'espère que les uns et les autres vont se dire, nous travaillons pour notre pays, ce n'est pas facile, ce n'est pas aujourd'hui que je vais vous le dire, avec tout ce qui se passe. Donc il faut garder la tête froide et j'espère que chacun, après quelques jours de folie et peut-être... Le Sénat était pourtant dans son rôle avec cette commission d'enquête parlementaire, Françoise Laborde. C'est ce que je vous ai dit. Pour moi, la commission d'enquête, c'est quelque chose d'important. Vous le savez, on jure. À chaque fois de dire la vérité, toute la vérité. J'ai mené une commission d'enquête, donc je sais ce que c'est. C'est pour ça que par rapport aux deux, je pense qu'il ne fallait surtout pas laisser passer. Vincent Kras et Alexandre Benalla. Voilà, merci. J'ai senti que c'était un peu plus compliqué pour les 3 autres personnes. Pourquoi on a gardé M. Stroda, pourquoi on n'a pas gardé les autres. Enfin, c'est vrai que la justice va faire son travail. Donc à un moment, le Sénat va se retirer. Et la querelle ou la montée un peu de colère va s'arrêter, puisque la justice va faire son travail. Bien sûr, ça n'était jamais arrivé. Ou alors, je ne sais pas où il faut remonter, mais je crois que ça n'était jamais arrivé. Donc, une commission d'enquête, si on veut que la commission d'enquête garde son rôle de contrôle dans le cadre du bicamérisme, ce que je vous dis, on pourra en reparler peut-être dans quelques temps quand l'Assemblée aura une commission d'enquête à faire. On ne peut pas exiger des gens donc que nous auditionnons, d'avoir une honnêteté totale, puisqu'ils jurent devant le président et les membres de la commission, et d'un autre côté dire oh non mais c'est pas grave. Donc ça s'est trouvé. Alors après qu'il y ait de la surenchère, je ne ferai pas de commentaire. Vous me connaissez. Oui. On va continuer cet entretien, mais on repasse par la salle des conférences pour une nouvelle réaction avec Gérard Longuet, sénateur LR, ancien ministre. Il est avec vous au Tantra Nuit. Oui, Gérard Longuet, votre réaction au fait que l'on ait appris qu'Édouard Philippe a donc boycotté la séance de questions d'actualité au Sénat. Également que Richard Ferrand annule demain son déplacement commun qui était prévu avec Gérard Larcher. Tout cela en réaction à la décision qui a été prise par le bureau du Sénat. Ce sont des gamineries qui ne sont pas à la hauteur de la responsabilité de ces hommes, le Premier ministre, le Président de l'Assemblée. Nous avons une Constitution de 58 qui fait du Parlement, Assemblée nationale et Sénat, des pouvoirs autonomes. Nous ne sommes pas, nous, sénateurs, les employés de l'exécutif, qu'on soit de gauche ou qu'on soit de droite. Nous sommes dans notre fonction de contrôler le gouvernement. Alors, ce n'est pas toujours agréable d'être contrôlé. Il se trouve que malheureusement, il y a une suspicion de faux témoignage, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs une certitude de faux témoignage. Absolument, nous avions l'obligation, le bureau du Sénat avait l'obligation, comme l'ancien article 40 du Code de procédure pénale, de transmettre au parquet pour qu'il examine et on verra bien ce que le parquet dira. Richard Ferrand, qui dans un communiqué juge que cela a été fait à des fins politicienne qui abaisse le Parlement. Il ne mâche pas ses mots, le président de l'Assemblée nationale. Oui, mais il est parfaitement hors de son rôle. Il devrait au contraire se réjouir de l'indépendance du Parlement vis-à-vis de l'exécutif. Je respecte l'exécutif, mais l'exécutif doit respecter lui aussi les lois. Et nous sommes là, parlementaires, députés et sénateurs. Il se trouve que les députés sont traditionnellement d'un camp ou d'un autre, peut-être moins libres et moins disponibles pour contrôler. Nous sommes libres, nous sommes des sénateurs, nous ne devons pas notre élection à l'exécutif et nous disons très clairement qu'il y a une suspicion d'infraction, enfin de violation de la déclaration sous serment. Voilà. C'est un procès politique dont l'issue était déjà écrite d'avance, dit La République En Marche. Le Sénat est en déconnexion. Les mots sont très durs du côté, bien sûr, de la majorité présidentielle. Je crois que cette commission des lois qui a été publique et dont qui a été très écoutée par nos compatriotes montre que le président de la commission des lois, Philippe Bas, s'est comporté avec beaucoup de mesure, avec Jean-Pierre Sueur. Ils ont posé l'un et l'autre des questions extrêmement précises. Et Muriel Jourda, également rapporteur. Naturellement, Muriel. Et si vous voulez, toute l'erreur, c'est que l'exécutif manque d'expérience politique et a oublié simplement que l'Assemblée comme le Sénat sont des organes indépendants voulus par le peuple pour contrôler l'exécutif. En tout cas, l'effet, c'est que on est en plein dans une crise politique. Non, c'est pas une crise. Ouverte. Au contraire, moi je trouve ça très bon. Je trouve que c'est un rappel à l'ordre. Chacun doit faire son métier et l'exécutif doit respecter le législatif, ce qu'il avait tendance à oublier. Et ce n'est pas le premier à l'oublier. Mais la révision constitutionnelle, elle n'a jamais été bien engagée. Mais là, c'est pire que tout dans cette phase de négociation. Non, j'ai presque envie de dire qu'on revient
revient aux fondamentaux. A-t-on le droit de contrôler, y compris des choses désagréables? La réponse est oui. Moi, j'ai commencé, jeune parlementaire, à être rapporteur d'une commission d'enquête pour renvoyer, tenez-vous bien, en Cour de justice, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Eh bien, j'ai fait ce travail avec mes collègues de gauche et de droite, ce travail d'enquête en toute liberté. On n'a jamais considéré que c'était une crise, c'est simplement le fonctionnement des institutions. Personne dans notre pays n'est à l'abri d'un contrôle et l'exécutif, pas plus. Merci beaucoup Gérard Longuet d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Tim. Et le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, a également réagi à l'issue de cette séance de questions d'actualité, notamment sur l'absence, et c'est assez inédit au Parlement, lors d'une séance de questions d'actualité au gouvernement du Premier ministre Édouard Philippe. Écoutez. Nous, on a un immense respect pour l'institution sénatoriale qui, si j'en crois les voix qui s'élèvent, y compris sur les bancs du Sénat, s'est abîmée dans cette affaire plutôt qu'elle ne s'est renforcée. Et donc, voilà, s'il y a des décisions politiques et que le Sénat a fait au fond, cette affaire une instrumentalisation politique, et nous, on est trop regardants et trop attachés à l'institution sénatoriale pour ne pas marquer aussi notre désaccord lorsqu'il y a un désaccord. Et on peut considérer que, raisonnablement, il y a assez peu de respect dans la décision qui a été rendue par le bureau du Sénat et dont, je le redis, beaucoup de sénateurs s'émeuvent de la décision qui a été prise. Vous y voyez, vous, une lecture politique, Françoise Laborde? Est-ce que le Sénat, finalement, a instrumentalisé cette commission d'enquête, cette saisine de la justice ce matin, pour atteindre le chef de l'État? Alors ça, je ne le dirai pas, parce que n'étant pas membre du bureau et n'ayant pas participé à tout le travail de fond, parce que je sais que Valérie Létard a fait quand même un gros travail sur ce sujet, puisque c'était elle, la vice-présidente, chargée de présenter un certain nombre d'arguments. Bon, bien sûr, j'ai lu le rapport comme beaucoup de personnes, parce que c'était quand même intéressant. Alors, ce qui est peut-être politique, c'est que l'Assemblée nationale, donc, prenne parti, alors qu'ils sont, oserais-je dire, au même niveau que nous, quand on considère que nous sommes dans le cadre du législatif. Et le gouvernement, c'est l'exécutif. Donc, à ce niveau-là, peut-être qu'il y a en effet un choix difficile. Après que le Premier ministre ne soit pas venu aujourd'hui, c'est son problème, c'est sa responsabilité. Je ne sais pas si c'est le président de la République qui lui a dit ou s'ils étaient d'accord. Voilà, il y a des choses, on ne peut pas créer des événements politiques quand on ne sait pas vraiment. Voilà. Le plus grave, disait Bruno Retailleau, ce serait que le Sénat donne à penser qu'on fait payer les lampistes et qu'on exonère les autres en ciblant d'un côté deux poids deux mesures pour Vincent Kras, Alexandre Benalla et les collaborateurs proches de l'Élysée. Alors je l'ai entendu, bon je ne suis pas sûre que les deux premiers, donc messieurs Benalla et Kras, soient des lampistes et c'est quand même un peu, voilà, je pense qu'ils ont des niveaux quand on voit l'importance, je dirais, de M. Benalla, je ne l'ai jamais considéré comme un lampiste. Donc, bon, mais je vous dis, bon, qu'il ait dit cela, c'était justement peut-être pour justifier le choix qu'au départ, lui, il voulait que les 5 soient... donc après, à des niveaux différents, hein, puisqu'il y a le parquet. Et voilà. Apparemment, c'est un peu plus compliqué que cela. Moi, je ne considère pas Voilà, je trouve que ce sont des jugements. Alors, je ne veux pas dire des jugements de valeur, mais là aussi, quoi, ce sont des mots. Il faut faire attention aux mots que l'on utilise. Vous restez avec nous, Françoise Laborde, puisqu'on évoquait justement Valérie Létard, qui a donc présenté ce matin son rapport au bureau. Elle était au micro de Time Train Nuit il y a quelques instants. Écoutez. Oui, Valérie Létard, pourriez-vous nous dire exactement ce que vous avez préconisé au sein de votre rapport ? Eh bien, tout d'abord, rappeler que conformément à ce que le président du Sénat souhaitait, on a présenté un rapport qui était posé en termes juridiques, en termes de droit, en rappelant point par point et on va dire sujet après sujet, demande après demande, sur quoi on se fondait juridiquement pour saisir le ministère public. Et donc, nous avons essayé de présenter ce rapport donc, en droit suite à la lettre de saisine du président Bas, qui présidait la commission d'enquête. Et 3 catégories, en fait, nous avons distingué en 3 niveaux la saisine, en tout cas la transmission au ministère public. Tout d'abord, les personnes pour lesquelles nous considérons que les éléments qui permettent de fonder une suspicion pour faux témoignage
été réunis, établis. Il s'agit de M. Kras, M. Benalla et de M. Stroda pour la partie mission, les missions de M. Benalla. Vous mettez d'ailleurs Patrick Stroda au même niveau que Vincent Kras et Alexandre Benalla. Suspicion de faux témoignage. C'est pas qu'on met ces personnes au même niveau, c'est que nous, on nous interroge sur l'application de l'article 6 de l'ordonnance qui, en fait, permet de caractériser en délit toute personne qui a fait un faux témoignage alors qu'il a prêté serment devant une commission d'enquête. Il ne s'agit pas de l'affaire, on ne juge pas l'affaire, on essaye de déterminer qui est suspect de faux témoignages. Suspect. Nous ne tranchons pas, nous ne sommes pas juges, nous transmettons la justice à l'autorité judiciaire ensuite, qui décidera si oui ou non. Donc les 3 premiers. Ensuite, nous avons une deuxième catégorie où nous avons instruit, effectivement, selon les éléments qu'il faut donner conformément à la jurisprudence. Un certain nombre d'éléments sont identifiés, mais ils ne sont pas suffisants pour considérer qu'il y a une suspicion de faux témoignage avéré à ce stade. C'est-à-dire que là aussi, nous transmettons à la justice sans considérer qu'il y a suspicion de faux témoignage avéré à ce stade. Nous n'en avons pas tous les éléments. Donc Alexis Kohler, Lionel Lavergne. Il s'agit de M. Kohler, de M. Lavergne et M. Stroda pour les autres éléments qui apparaissent dans le rapport. Et enfin... Mais vous transmettez tout de même. Nous transmettons, mais nous transmettons disant que tous les éléments n'étaient pas réunis pour qu'à ce stade et que le bureau signale en fait et saisisse la justice. Pour suspicion de faux témoignage, nous considérons ne pas avoir tous les éléments. Et enfin, nous transmettons conformément à la lettre de Philippe Bas les éléments qui sont figurés en annexe du rapport et qui sont transmis à la justice pour qu'elle puisse, le cas échéant, pousser les investigations et aller plus loin dans la procédure si elle le juge utile. Voilà pour cette réaction de Valérie Létard. Françoise Laborde, rapidement, le Sénat a su faire preuve de son indépendance dans cette affaire, selon vous? Oui, là je suis obligée de dire oui, bien sûr. On est d'accord ou on n'est pas d'accord. Certains, vous avez vu, bon, de toute façon, il y a eu un vote ce matin et toutes les voix n'ont pas été pour. Mais là-dessus, on est d'accord. C'est-à-dire que l'indépendance du Sénat, il y a une procédure, on aboutit à un résultat. Je pense que Valérie Létard a très bien expliqué entre ce qui était suspicion de faux témoignages peut-être vraiment avéré, bon, donc elle l'explique très bien. Donc l'indépendance du Sénat est totale. Eh bien, merci. Merci à vous, Françoise Laborde, d'avoir participé à cette émission. Avant de se quitter, on retourne dans l'hémicycle puisque l'absence du Premier ministre continue de faire parler les sénateurs par des rappels au règlement. Alexandre Poussard. Oui, Delphine, puisque les sénateurs devaient continuer à examiner la loi sur les mobilités, mais le sénateur socialiste Jean-Pierre Sueur a fait un rappel au règlement concernant ce boycott du Premier ministre des séances de questions d'actualité et concernant également la décision de Richard Ferrand d'annuler sa visite à Sciences Po Lille avec Gérard Larcher. Il a trouvé ces décisions inquiétantes et il a demandé au gouvernement de respecter le contrôle du Parlement qui est garanti par la Constitution. Merci beaucoup Alexandre pour toutes ces précisions. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 18h30, on va plus loin, présenté par Rebecca Fitoussi. Très bonne suite des programmes sur Public Sénat.